c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui, cap sur les océans. Mais non, pas comme ça. Je voulais dire sur les océans et le climat. Les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés, soit 70,8% de la surface du globe. Bah dites donc, ça en fait de l'eau. Tiens, c'est drôle, eux, ils se sont amusés à rassembler toute l'eau de la Terre dans une petite sphère. C'est pas tant que ça finalement. Mais alors, comment les océans pourraient-ils avoir un impact sur le climat ? L'océan est une super pompe à carbone. Une super pompe à carbone ? Ouh, j'y comprends plus rien, moi. Qu'est-ce que c'est ? Ça doit pas être ça. Je poserais plutôt la question à Fred, c'est plus sûr. Et puis, si l'océan pompe, ça va où tout ce qu'il aspire ? Sortez à la prochaine bretelle. Ah, quelle bretelle, où ça ? Ah, là, juste là, je la vois, ça y est. Ah, ça doit être la circulation thermohaline. Aline, pour qu'elle revienne. Oui, c'est pas le moment. Le réchauffement climatique sur le point de bouleverser les océans comme jamais depuis 3 millions d'années. Ça, c'est pas très bon signe pour ce joli petit poisson et tous ses copains. Bon, mesurer l'impact de l'acidification des océans, aussi causée par les gaz à effet de serre sur les habitants des profondeurs. L'acidification, ça fait quoi, ça ? Oh là, ça devient inquiétant tout ça. Nos poissons vont quand même pas se dissoudre. Et puis l'eau monte, ils devraient plutôt être contents. Cela fait au moins 1 heure que nous observons un poisson essayant d'échapper à la noyade. Alors là, moi je suis complètement perdue, Fred. C'est les poissons qui se noient ou c'est nous ? Et puis des questions, j'en ai encore plein d'autres. Le réchauffement des océans, ça vient d'où ? Et tous les courants marins, et les vents ? Et si la banquise fond, ils deviennent quoi nos coraux ? Et les thons, les saumons, les huîtres, les moules, le phytoplancton, les coquillages, les sardines ? Fred, au secours ! Merci pour tes questions, la petite voix. On va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme promis, nous poursuivons notre série de dossiers sur le réchauffement climatique en faisant dans ce numéro un focus sur les océans. En effet, les océans jouent un rôle fondamental dans le climat de la Terre. Ils le régulent, ils le tempèrent. Mais attention, car avec le changement climatique, les eaux marines se réchauffent et tout cela pourrait avoir de graves conséquences, tant sur les océans et leur biodiversité que sur l'équilibre global de la Terre. Alors pour éviter de se noyer dans les détails, prenons les choses dans l'ordre et commençons par bien comprendre le rôle de puits de carbone ou, si vous préférez, de pompe à carbone que jouent nos océans. Tiens Fred, j'en ai trouvé une sur Internet. Ah non, la petite voix, ça n'a rien à voir, hein. Si tu veux comprendre, regarde en dessous. Les océans, un puits de carbone ? Ah mais oui, alors ça veut dire qu'ils captent une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ? Oh oui, les océans captent et stockent près de 30% des émissions de CO2 que l'homme produit. Ils contribuent ainsi à réduire l'impact du changement climatique. Et tout ça grâce à 2 processus. L'un physique, l'autre biologique. Bon alors, plouf, 1 oie, 2 oies, 3 oies... Allez, le biologique d'abord. C'est toi qui décides. Ce mécanisme s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, la majorité de la végétation est constituée d'algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. Ces petites algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en dioxygène grâce à la lumière du soleil. Elles font d'une pierre 2 coups. Elles produisent le dioxygène qui nous est nécessaire pour vivre et éliminent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand le phytoplancton meurt, il tombe et se dépose au fond des océans. Le CO2 s'accumule dans les profondeurs et n'intervient plus dans l'effet de serre. Ah c'est déjà ça de gagner. Et le processus physique, c'est lequel ? Ah là, c'est une histoire de dissolution et d'équilibre. Comme le sucre dans ton café, le CO2 atmosphérique se dissout naturellement dans les océans à la surface de contact entre l'air et l'eau. Après, c'est une histoire d'équilibre. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va se dissoudre dans les océans.
Cette dissolution est favorisée à basse température. Les océans froids absorbent donc beaucoup plus de CO2 que les océans chauds. Comme cette eau est plus froide, elle est plus dense, plus lourde si tu préfères. Elle plonge alors en profondeur, emportant avec elle le CO2. L'eau est alors remplacée par une eau plus chaude et moins concentrée en CO2, qui va à nouveau absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que les océans sont des puits de carbone. Des puits de carbone plus efficaces encore que les forêts. Eh ben dites donc, heureusement qu'ils sont là. Oui. Sauf qu'à cause du réchauffement global, la température des océans va augmenter. Ces derniers pourront donc absorber moins de CO2 et celui-ci va s'accumuler de manière plus importante dans l'atmosphère et donc accentuer le réchauffement de la planète. D'où l'importance de réduire nos émissions pour limiter le réchauffement. Donc on l'a compris, en absorbant une grande partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, et en particulier 30% du CO2 émis chaque année par l'homme, le grand océan mondial contribue à limiter le réchauffement climatique de la planète. Mais ce n'est pas tout, l'océan, c'est aussi le principal régulateur du climat, car il absorbe la chaleur du soleil, la transporte, puis la restitue à l'atmosphère. Bref, c'est un peu le thermostat de la Terre. Pour tout comprendre, jetez un œil en dessous. Des océans qui stockent et redistribuent la chaleur? Ah ben en fait, ce sont des vrais radiateurs. Tu ne crois pas si bien dire. Les océans ont un rôle essentiel sur le climat de notre planète. Une grande partie du rayonnement solaire est emmagasinée dans les océans. Ils constituent alors un prodigieux réservoir de chaleur, car contrairement à l'atmosphère ou au continent, ils la conservent bien plus longtemps. Ce sont les régions équatoriales qui reçoivent davantage de chaleur. Il en résulte une circulation océanique naturelle qui transporte cette chaleur de l'équateur vers les pôles. C'est au cours de ce trajet que les océans restituent à l'atmosphère la chaleur accumulée. L'océan agit donc comme un régulateur de température. Ok, mais qu'est-ce qu'elle devient toute cette eau une fois arrivée au pôle? En restituant sa chaleur, l'eau qui arrive au pôle devient plus froide. Si froide qu'une partie devient de la glace et forme alors la banquise. Le sel, qui est contenu dans la mer, lui, ne passe pas dans la glace. L'eau qui reste liquide devient alors plus concentrée en sel. Cette eau froide et salée devient plus dense. Elle plonge alors dans les profondeurs de l'océan, repart ensuite vers les tropiques où elle se réchauffe, devient moins dense et remonte. Un immense tapis roulant se forme. C'est ce qu'on appelle la circulation thermo-haline. Thermo pour température, haline pour sel. Ah ok, c'est donc ça qui explique les courants marins alors. C'est le moteur principal, mais il n'y a pas que ça. Les vents qui poussent les eaux de surface, ainsi que la force de Coriolis, qui est due à la rotation de la Terre, agissent également sur les courants marins. Au final, à l'échelle planétaire, voici à quoi ressemble la circulation globale des océans. Une goutte d'eau met plus de 1000 ans à faire une boucle complète. C'est grâce à cet immense tapis roulant que les océans régulent le climat de notre planète. Les courants chauds de surface réchauffent le climat de certaines régions, tandis que les eaux froides, qui remontent des profondeurs, modèrent la température des eaux équatoriales. Donc si l'on résume, l'océan freine le réchauffement climatique, l'océan régule le climat et l'océan produit une très grande partie de l'oxygène que nous respirons. C'est le principal poumon de la planète et ce serait quand même dommage de l'étouffer. Alors la formation des océans, c'est une très vieille histoire qui remonte à 4,4 milliards d'années. Ça, on le sait. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est ce qu'ils vont devenir. On parle déjà d'acidification des océans, de réchauffement et de montée des eaux. Oui, mais jusqu'où? Eh bien, pour tout savoir sur le passé, le présent et l'avenir des océans, je vous invite à naviguer au fil du temps dans la grande frise qui est juste en dessous. On plonge.
Il y a 4,6 milliards d'années, la Terre a à peine le temps de naître que ces océans la couvrent déjà. Très loin de là, aux alentours de Jupiter, des corps solides se forment par l'amas de grains de glace. De son côté, notre planète subit un très fort bombardement de météorites pendant sa création, car elle ne possède pas encore d'atmosphère protectrice. Entre 50 et 100 millions d'années après le début de sa formation, elle a presque fini de se constituer. Ces océans de magma en fusion sèchent peu à peu. Les corps de glace viennent alors la percuter. Toute cette eau crée de grandes étendues sur le globe et beaucoup de vapeur d'eau. Il y a 3 milliards d'années, il est encore impossible d'y tremper un orteil. La température de surface des océans est d'environ 50 degrés Celsius. Pouh, bah dis donc, j'ai besoin d'une limonade bien fraîche, moi, tiens. Il y a environ 180 millions d'années, une chaîne de montagnes située au fond de l'océan Atlantique, la dorsale médio-atlantique, commence à être active. En écartant les plaques continentales sur lesquelles se trouvent l'Europe et l'Amérique, elle forme l'Atlantique. Cette poussée provoque un effet de domino sur tous les océans du globe. L'océan Pacifique et l'océan Indien se forment dans sa continuité. Plus tard, il y a 43 millions d'années, c'est au tour de l'océan Austral qui trouve sa place grâce à l'ouverture du passage de Drake entre le sud de l'Amérique et l'Antarctique. Finalement, entre moins 6 et moins 8 millions d'années, la Méditerranée s'ouvre aussi sur le monde. La barrière du détroit de Gibraltar cède brusquement pour laisser s'engouffrer les eaux de l'Atlantique. Ah, la révolution industrielle, ses inventions, ses technologies, la nouvelle ère de l'humanité. Cette période est pourtant à l'origine des premières études alarmantes sur l'état de nos océans et de notre planète. Déforestation, combustion d'énergie fossile, l'atmosphère subit une véritable invasion de CO2. Depuis 200 ans environ, la Terre vit le réchauffement climatique le plus rapide de son histoire. C'est aussi le début de l'acidification des océans, provoquée par la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau. Elle a depuis augmenté de 30%. Le problème pour les océans, c'est que le CO2 est un polluant acide. Lorsque le gaz carbonique se dissout dans l'eau de mer, il forme un acide faible, l'acide carbonique, ce qui donc augmente l'acidité de l'eau. L'acidité de l'eau augmente, mais en fait, on n'arrivera jamais à avoir une acidité comme le jus de citron. Le jus de citron, c'est un pH de 3 à 4, et l'eau de mer est à 8. Donc on est très très loin de ça. Donc on descend sur l'échelle du pH vers des pH acides, mais on reste quand même à des valeurs qui sont supérieures à 7, donc supérieures au pH neutre. Si on arrête d'émettre du CO2, c'est une excellente nouvelle pour l'océan, parce que bien qu'on ait bouleversé la chimie de l'océan en augmentant l'acidité de l'eau de mer, c'est un phénomène que l'on peut stabiliser. Si les gouvernements s'accordent à une réduction des émissions de CO2, on peut stabiliser le pH des océans à la valeur actuelle. Si on ne le fait pas, le pH va continuer à diminuer, l'acidité va continuer à augmenter et ça sera une très très mauvaise nouvelle pour l'océan. Depuis le 19e siècle, ça monte du côté des océans. Au 20e siècle, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 17 cm. En effet, à cause du réchauffement climatique, la hausse des températures de l'océan provoque sa dilatation. Et oui, l'eau chaude occupe un volume plus grand que l'eau froide. Et puis bien sûr, s'y ajoute la fonte des glaciers. Ce phénomène s'est confirmé grâce aux données collectées par les marégraves installés dans certains ports du globe dès le début du siècle. Il nous donne aujourd'hui de précieux témoignages sur l'évolution du niveau des océans, car depuis 1993, cette montée s'accélère. Elle est passée de 1,7 mm par an à 3,2 mm par an en moyenne. Quelques millimètres, ça semble peu. Et pourtant, les impacts se ressentent déjà sur les littoraux du monde. Certaines plages sont de plus en plus submergées et subissent une érosion qui s'accélère.
Aujourd'hui, les océans nous jouent des tours. Les océans jouent le rôle de pompe à carbone, mais il est encore difficile de prévoir l'évolution et de savoir si cette pompe va fonctionner encore longtemps. Chaque année, l'océan continue d'absorber toujours plus de carbone, alors qu'on remarque une baisse de son efficacité. Le CO2 est stocké de moins en moins profondément. Si les humains arrêtaient soudainement d'émettre du CO2, il faudrait 1000 ans à l'océan pour absorber 80% du CO2 anthropique qu'on a déjà émis. Pourtant, les océanographes ont noté que pendant certaines périodes, ils se réveillent, absorbent de plus belle, stockent du carbone à foison avant de ralentir de nouveau. C'est là tout le dur labeur des scientifiques. Comprendre comment marche ce cycle et créer des modèles pour prévoir le futur. Ce dont on est sûr, c'est que tant qu'il y aura plus de carbone dans l'air que dans l'eau, ils continueront d'en absorber. Ouf! Heureusement qu'ils sont là, les océans. Au XXIe siècle, il faudra s'attendre à quelques changements sur nos côtes. En 100 ans environ, le niveau de la mer risque de monter de 60 cm, voire d'1 mètre. Certaines côtes du globe seront donc fortement touchées par ce phénomène. Les plus fragiles, en déficit de sédiments et victimes de l'action des hommes, risquent l'érosion accélérée au fil du temps. Les côtes plus basses, quant à elles, seront plus souvent submergées jusqu'à l'intérieur des terres. Sur les îles, les côtes dépendront de l'évolution de l'intensité des cyclones et de la présence des récifs coralliens qui sont en danger. Certaines îles risquent donc de devenir inhabitables pour les populations qui devront alors être relocalisées. Le Gulf Stream, on en a tous entendu parler, vous savez, c'est ce grand courant marin dont on dit qu'il est le radiateur de l'Europe. Il nous permet d'avoir des hivers plutôt doux. Mais des courants marins, il en existe bien d'autres. Il existe aussi des vents et des phénomènes climatiques étranges comme El Niño qui ont tous une influence sur différentes régions du monde, sur leur biodiversité, sur leur climat. Tout cela, nous vous le racontons dans Ailleurs c'est comment. Bon voyage et bonne croisière sur les mers du globe. La banquise arctique et celle de l'Antarctique, bien sûr, jouent un rôle très important pour notre climat. Ce sont de véritables boucliers qui protègent les océans du soleil. La blancheur de la glace sert de miroir aux rayons solaires qui sont renvoyés, évitant ainsi aux océans d'accumuler toute cette chaleur. Mais chaque année, en raison du réchauffement climatique, la banquise arctique disparaît. L'Arctique, elle a une évolution saisonnière, donc avec en été moins de glace, en hiver plus de glace. Et la réduction la plus spectaculaire qu'on voit, c'est en été, avec une réduction d'à peu près 13% par décennie. Et les modèles climatiques prévoient que d'ici à 2035 ou 2050, on n'ait plus du tout de glace en Arctique. Donc vraiment quelque chose d'assez radical. Oula, mais elle n'en a plus pour longtemps alors. Et l'Antarctique, elle va fondre complètement, elle aussi ? On observe, quand on regarde l'ensemble de l'Antarctique en entier, plutôt une légère augmentation. Et en fait, quand on regarde un tout petit peu plus près, on se rend compte que cette légère augmentation, elle est le résultat de très fortes augmentations et de très fortes diminutions. En fait, ce qu'on a, c'est une redistribution de la banquise dans certaines régions, avec des fortes réductions et des fortes augmentations. Faut donc espérer qu'elle tienne encore, car en plus de nous protéger du soleil, la banquise protège aussi l'océan des hommes. C'est une région très convoitée pour ses ressources pétrolières, gazières, minières, jusqu'alors inexploitées. Sans glace, les trajets en bateau au travers des pôles seraient beaucoup plus économiques et la pêche prendrait un nouvel élan. Tenez bon, petits ours polaires! Le Gulf Stream est un très gros courant qui émerge du golfe du Mexique, se promène le long des côtes nord-américaines avant de se diriger vers l'Europe. Ces eaux en provenance des tropiques sont chaudes, plus chaudes que celles autour. Grâce à lui, nos hivers sont largement supportables. On dit de lui qu'il est le radiateur de l'Europe, un océan qui nous réchauffe. C'est étrange quand même. Donc le Gulf Stream amène des eaux chaudes vers les côtes européennes et l'océan a beaucoup plus de capacité à contenir de la chaleur que l'atmosphère. Il faut savoir par exemple qu'une lame d'eau de 2,50 mètres d'épaisseur peut contenir autant de chaleur que toute la colonne atmosphérique qu'il y a au-dessus.
Donc on voit bien intuitivement que ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt l'atmosphère qui va s'ajuster aux températures de l'océan plutôt que le contraire. Et donc le Gulf Stream, en amenant des eaux chaudes vers les côtes européennes, va contribuer à tempérer le climat européen. À titre de comparaison, par exemple, Madrid et New York sont à peu près à la même latitude et les hivers sont beaucoup plus doux à Madrid qu'à New York et c'est en partie dû à l'influence du Gulf Stream. Avec la fonte des calottes polaires au Groenland, l'eau douce dans l'océan ralentirait la plongée des eaux salées vers les profondeurs et pourrait altérer le tapis roulant de tous nos courants océaniques. Sans Gulf Stream et sans arrivée de chaleur, l'Europe subirait un climat très très froid. Alors c'est vrai, le Gulf Stream va s'arrêter. C'est pas à proprement parler le Gulf Stream qui s'arrêterait, mais effectivement, dans un scénario extrême, on pourra avoir une diminution du transport de chaleur vers les pôles. Donc on sait que c'est un comportement qui est possible. Oui, il est possible effectivement que la circulation thermohaline qui amène de la chaleur vers les pôles ralentisse, mais ça semble peu probable dans les 100 prochaines années compte tenu des modèles dont on dispose actuellement. Ouf, me voilà rassurée. Le nom d'El Niño prend son origine chez les pêcheurs péruviens qui, certaines années, remarquaient l'arrivée d'eau inhabituellement chaude le long de leurs côtes. En général, ce phénomène se présentait vers Noël. C'est en référence à l'enfant Jésus qu'ils ont donc nommé ces courants. Aujourd'hui, on sait que ce phénomène est en fait une perturbation climatique importante qui dure en moyenne entre 6 et 18 mois et parfois elle s'emballe. Cet emballement aboutit à la disparition de ces remontées d'eau froide le long de la côte du Pérou et le long de l'équateur. Et c'est ces événements-là, donc, qui correspondent à des anomalies chaudes très importantes dans l'est du bassin, qu'on appelle des événements El Niño. Ils n'arrivent pas tous les ans. L'intervalle typique entre deux événements El Niño, c'est entre 2 et 7 ans. Et malheur à nos pauvres pêcheurs, car contrairement aux eaux froides, les eaux chaudes sont pauvres en nutriments. Les poissons vont donc chercher leur nourriture ailleurs. Mais la baisse de la biodiversité le long des côtes n'est pas le seul impact d'El Niño. Il a aussi des conséquences climatiques. Comme les eaux dans le Pacifique Est se réchauffent énormément, les nuages convectifs, donc qui donnent l'essentiel de la pluie dans les tropiques, qui d'habitude sont dans l'ouest du bassin, vont se déplacer vers le Pacifique central et le Pacifique Est. Donc ça veut dire de la sécheresse en Australie pendant un El Niño et en Indonésie, et à l'inverse, on va avoir des pluies très importantes, très intenses sur l'Amérique du Sud pendant un phénomène El Niño. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, ici en Europe, on ressent relativement peu le phénomène El Niño. On le ressent juste un petit peu en été, où certaines années El Niño peuvent correspondre à ce qu'on appelle des étés pourris. Donc des étés où on a beaucoup de précipitations sur l'Europe. Mais on ne restera peut-être pas tranquille bien longtemps. Des scientifiques ont mis en évidence qu'avec le réchauffement climatique, on pourrait s'attendre à vivre de plus en plus d'El Niño extrêmes, comme celui qui est arrivé en 1998, ou comme celui que nous vivons aujourd'hui depuis le printemps 2015, qui enregistre actuellement des records de chaleur sur l'ensemble du globe. Des côtes du Pérou à l'archipel des Galapagos, le poisson fait le bonheur de tout type de pêcheurs, oiseaux, phoques et les hommes bien sûr. Tout ce fourmillement est dû au courant de Humboldt qui remonte des profondeurs sur la côte pacifique sud-américaine. Et en dessous de la surface, il fait pas chaud. Ces eaux profondes font du courant de Humboldt un courant froid qui influence beaucoup la région. Alors d'une part, il a des conséquences sur le climat local. Par exemple, le courant froid, il a tendance à stabiliser l'atmosphère. On va avoir plutôt des nuages bas. Donc ça explique, par exemple, le long du Pérou, on a souvent beaucoup de couvertures nuageuses, une couverture nuageuse ou du brouillard de manière assez importante. Ça peut être lié à ça. Il va y avoir aussi des conséquences très importantes sur la biologie dans l'océan. Les eaux qui remontent des profondeurs, elles ne sont pas seulement froides, elles sont riches en nutritifs azotés. Mais le fait de rapporter ces nutritifs azotés dans les couches de surface, le nutritif azoté c'est comme de l'engrais, ça va permettre au plancton de se développer et ensuite aux petits poissons de manger ce plancton-là et à toute la chaîne alimentaire océanique de se développer. Et quelle chaîne! Tous ces petits nutritifs arrivent à la surface grâce au système de vent de la région que l'on appelle les alizés. Au niveau de l'équateur, ils soufflent vers l'est. Vers le Pérou, ils soufflent plutôt le long des côtes et vers le nord. Mais de l'eau qui remonte grâce au vent, c'est pas un peu bizarre?
le fait que la Terre tourne sur elle-même, ça va induire une force supplémentaire, qu'on appelle la force Coriolis, qui va avoir tendance à dévier les particules d'eau poussées par le vent vers la gauche dans l'hémisphère sud. Donc au lieu d'être poussées vers le nord le long de la côte, ces particules d'eau, elles vont s'éloigner de la côte. On ne va pas vider évidemment l'océan au niveau de la côte. Les particules d'eau qui s'éloignent de la côte, il faut qu'elles soient remplacées par d'autres particules d'eau. Et le seul endroit d'où ces particules peuvent venir, c'est en dessous. Et en dessous, les eaux sont plus froides. Donc ces remontées d'eau froide vont avoir tendance à créer en fait une poche d'eau froide, donc un courant froid. La mousson indienne correspond à des vents très forts qui passent au-dessus de la mer d'Arabie pendant l'été. Dans leur trajet, ils collectent donc de la vapeur d'eau qui retombe ensuite sur l'Inde sous forme de pluie. Mais ces vents, ils ont aussi une conséquence, comme ils sont un petit peu parallèles aux côtes de Somalie, aux côtes ouest de la mer d'Arabie, ils entraînent également des upwelling, des remontées d'eau froide dont on a parlé par ailleurs. Selon l'intensité de cet upwelling, si l'eau est très froide, ça va être plus difficile de faire évaporer de l'eau et donc on va amener moins de vapeur d'eau vers l'Inde et on va avoir une qualité de la mousson qui diminue. Donc on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années que la réponse de l'océan, de la mer d'Arabie aux variations du vent pouvait aussi jouer un rôle actif dans la qualité de la mousson, dans le fait qu'on va avoir une bonne mousson et donc des bonnes récoltes de riz sur l'Inde ou non. Le courant circumpolaire est le courant le plus difficile à étudier. Il est loin, il fait froid, il y a beaucoup de vent, des vagues géantes, du brouillard, de la glace et l'océan austral est immense. C'est un énorme courant qui déplace 150 millions de mètres cubes d'eau par seconde. À titre de comparaison, c'est à peu près 300 000 fois le volume d'eau que déplace la Seine ici qui est derrière nous. 300 000 fois la puissance de la Seine, c'est énorme. Mais elle vient d'où, toute cette force? C'est la combinaison de principalement 3 phénomènes. Premièrement, le fait qu'il n'y a pas de continent qui bloque la course de ce courant. Deuxième chose, c'est la différence de température entre le pôle et les tropiques qui va provoquer des différences de pression dans l'eau, un peu comme dans l'atmosphère pour les dépressions. Et finalement, la troisième raison, c'est qu'il y a des vents très très forts, qu'on appelle les 40e rugissants ou les 50e hurlants, et qui vont donner énormément d'énergie aux eaux de surface et qui vont même se propager jusqu'au fond des océans tellement il y a d'énergie et donc qui vont influencer ce courant. C'est aussi grâce à la présence du courant circumpolaire que la circulation thermohaline est une circulation unique. Il fait communiquer tous les bassins océaniques entre eux. Mais à part brasser de l'eau, il nous sert à quoi ce courant? Il permet de faire communiquer les eaux de fond avec les eaux de surface et donc de propager de la chaleur qu'on prend de l'atmosphère vers les fonds océaniques et également faire remonter des eaux vers la surface qui va pouvoir communiquer avec l'atmosphère. Donc il y a la température, mais il y a aussi des gaz tels que le dioxyde de carbone, où là l'océan austral va avoir un impact assez important pour ce qui est du cycle du carbone. Il va tendre à être une pompe de carbone, en tout cas pour ce qui est du carbone relâché par les humains, qu'on appelle carbone anthropique. On a une forte pompe de carbone, ce qu'on appelle pompe de carbone dans l'océan austral, due à ce que je viens de dire, donc l'énergie du courant circumpolaire et le fait qu'il y ait des échanges entre la surface et l'intérieur. Quel impact le réchauffement climatique a-t-il déjà et va-t-il avoir dans l'avenir sur la biodiversité marine, c'est-à-dire sur les poissons, les mollusques, le phytoplancton, le corail, etc. Eh bien aujourd'hui, 2 phénomènes sont observés et inquiètent les chercheurs. Il s'agit bien sûr du réchauffement des océans, mais aussi de leur acidification. Voici le point de vue de nos 2 experts, Gilles Boeuf et Jean-Pierre Gattuso. Les premiers organismes qui ont été étudiés sont des organismes qui fabriquent une coquille ou un squelette calcaire. Une coquille comme les huîtres et les moules, ou un squelette comme les coraux qui fabriquent les récifs coralliens. Lorsque l'océan s'acidifie, il y a un élément essentiel à la fabrication du calcaire, des coquilles et des squelettes, c'est le carbonate, qui devient limitant, il y en a moins. C'est comme si on veut construire un mur, mais on manque de briques. Les animaux de l'océan ressemblent souvent à des plantes terrestres. Ils sont sessiles, ils sont fixés. Un corail, une gorgone, une éponge. Dès le moment où la larve s'est fixée, ils ne bougent plus, ils sont comme des arbres. Donc vous imaginez bien que quand le climat change, la température change, ça change leur physiologie et leur mode de vie. Ce qui fait que plus la température est élevée, et moins ils mettent de temps pour se fixer. Donc moins ils font de distance.
On risque aujourd'hui de voir effectivement les espèces marines se disperser beaucoup moins qu'auparavant. Eh bien, c'est ce qui se passe avec l'acidification. Les organismes calcaires ont du mal à fabriquer leurs coquilles et leurs squelettes parce qu'une de ces briques, le carbonate, devient en quantité limitée. Alors, le phytoplancton calcaire est aussi atteint par l'acidification des océans. Ils ont aussi plus de mal à fabriquer leurs enveloppes calcaires. Ces organismes sont petits, mais sont extrêmement importants. J'allais dire peut-être même plus importants que les mammifères marins, parce que c'est la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. C'est le phytoplancton qui fabrique la matière qui est utilisée par le zooplancton, puis par les petits poissons, les plus gros poissons, et en bout de chaîne, les gros poissons, les thons ou les mammifères marins. Donc, un impact à la base de la chaîne alimentaire peut avoir des conséquences sur tous les échelons trophiques supérieurs, tous les organismes qui sont au-dessus. Regardez, là on est bien, on est dans une belle galerie et tout, il fait bon, ni trop chaud ni trop froid, il ne sent pas spécialement mauvais, on est bien entre nous, on reste là. Dès le moment où ça bouge dans la nature, pour ceux qui sont mobiles, on s'en va. Ce qui est important, c'est pour ceux qui ne peuvent pas bouger, bien sûr, et qui ont dû inventer des défenses particulières pour pouvoir s'adapter, même sans bouger, quand le milieu change. Donc pour les poissons, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des migrations actives vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. En gros, les climatologues nous disent aujourd'hui dans l'océan, à peu près c'est 200 km vers le nord tous les 10 ans. Ils ont montré que le comportement des poissons était déjà affecté, et le serait encore plus dans les décennies à venir, par l'acidification. Par exemple, Nemo, le poisson clown, a du mal à retrouver son anémone quand on le met dans une eau au pH attendu pour 2100. Son comportement et ses capacités de localisation sont altérées. Il y a d'autres poissons qui, au lieu d'échapper à leurs prédateurs, c'est-à-dire qu'un poisson qui voit un prédateur, en général, son comportement, c'est de s'échapper et d'essayer de ne pas se faire manger, eh bien, certains poissons coralliens, en fait, au lieu d'échapper à leurs prédateurs, sont attirés par le prédateur. Donc il y a beaucoup de publications récemment, peut-être une dizaine, qui montrent des bouleversements du comportement des poissons. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à suivre et à regarder avec beaucoup d'intérêt. On a des cas aussi aujourd'hui de nos anchois qui montent vers le nord. Récemment, une invasion de maquereaux en Islande. J'ai jamais vu de maquereau en Islande. Il y a 15 jours, j'étais dans un train. Les journalistes me connaissent, ils m'appellent tout le temps. Monsieur Boeuf, voilà. Il vient de se passer une horreur. Un ours polaire vient de manger 2 dauphins. Je dis, ah bon, bah écoutez, oui. Ah, c'est passé où, quand? Le fait qu'un animal dit gentil en mange 2 autres gentils, on ne comprend plus. Et là, c'est typiquement le changement climatique. Parce que pourquoi ça n'arrivait pas avant? Parce qu'ils ne se rencontraient jamais. Hein, là, les dauphins ont migré vers le nord, sont sortis d'un trou à phoques, l'ours était là, il les a mangés. Et donc ça veut dire qu'on regarde ici, on observe, on scrute ces histoires de changement climatique sur l'impact sur les migrations. On peut, à petite échelle, essayer d'augmenter la résistance des animaux et des plantes marines en augmentant la surface et le nombre des aires marines protégées. Les parcs marins, c'est un bon moyen pour limiter le stress sur les écosystèmes et donc rendre les écosystèmes plus résistants à l'acidification. Mais c'est qu'une manière de gagner du temps. En fait, de façon ultime, il faut absolument réduire les émissions de CO2. 2 choses. La première, arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Donc le méthane, mais le méthane, il est très puissant en gaz à effet de serre, beaucoup plus que le CO2, mais il ne dure pas très longtemps. Le CO2, on en a pour des milliers d'années, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut plus arrêter le changement climatique. C'est trop tard aujourd'hui. On peut en limiter les effets. Et la seconde chose qu'il faut faire aussi aujourd'hui, c'est habituer les gens au changement. Ça veut dire que nos habitudes doivent changer. Voilà, et pour prolonger ce dossier et aller encore plus loin, n'oubliez pas notre émission spéciale Océan et Climat, réalisée en public et en collaboration avec l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation des mers. Et avant de se quitter, une petite question à laquelle vous pouvez vous amuser à répondre. Selon vous, quel est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans? S'agit-il du zooplancton, du phytoplancton ou encore du bulot? Allez, au bulot!